Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Non, ça ne va pas, c'est l'enfer là. Alors, j'ai des bonnes nouvelles, hein. Ici, nous avons reçu les résultats de votre prise de sang génétique. Alors, effectivement, nous avons eu raison d'insister. Vous avez un déficit en prolidase. Quoi? Et qu'est-ce que c'est? Hello everybody, j'espère que vous allez bien. C'est que là je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Story of my life. I'll take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. Story of my life. Voilà, le jingle est fait, donc on peut commencer. Donc, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler du déficit en prolidase. Donc voilà, c'est une chose qui m'a été diagnostiquée le 8 novembre 2021. Donc c'est assez récent, hein. On est quand même 15 mars 2022. Donc voilà. Et donc je vais un peu vous expliquer ce que c'est, on va décortiquer un peu la maladie en soi, donc déficit en prolidase, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un peu les traitements, je mets entre guillemets parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de traitement curatif. Si vous voulez, on peut traiter les symptômes, les petites affections, mais on peut pas... Voilà, c'est une maladie où il n'y a pas de traitement pour une très bonne raison. Je vous explique tout ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un déficit? Un déficit, ça veut dire qu'il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose dans le corps. Prolidase, si on prend le mot prolidase, en fait, ça fait toujours référence à une enzyme. Donc une enzyme, ici, c'est une enzyme qui va s'occuper du métabolisme des protéines. De certaines protéines, la plus connue, c'est le collagène. Le collagène. Donc, j'ai bien dit métabolisme. Pourquoi? Parce que le métabolisme, il y a l'anabolisme et le catabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Ça veut dire que dans le corps, en fait, il y a un équilibre qu'on appelle homéostasie pour compliquer un peu tout. Dans cette homéostasie, on va retrouver d'une part la synthèse, un métabolisme, donc dans la synthèse, je ne vais pas dire c'est lequel parce que je sais plus. On va synthétiser des protéines, hein, puisque c'est le sujet. Et l'autre, c'est la destruction. Donc voilà, on a vraiment deux choses. Donc si on met les deux mots ensemble, déficit en prolidase, ça veut dire qu'il y a un problème, il n'y a pas assez d'enzymes. Ce qui fait que parfois les protéines, ça va s'accumuler dans l'organisme et parfois, au contraire, il n'y en aura pas suffisamment. Mais le corps, il n'aime pas être en déséquilibre. C'est pas son truc, hein, il est là. Et lui, il faut qu'il y ait une homéostasie tout le temps, à chaque moment, à chaque heure, homéostasie. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de réguler ce genre de choses, mais avec ce qu'il a. Hein, comme nous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On fait avec ce qu'on a. Ah ben voilà, le corps c'est pareil. Et du coup, je sais plus ce que je suis en train de dire parce que je divague totalement. Oui, donc ce qui va se passer, c'est que le problème, ce qui prend à la place de cette prolidase qui manque, ça va créer des affections au niveau du corps humain. Ça va créer des symptômes. Et là, clairement, on est dans le pathologique, hein, dans la maladie. Alors, voilà, ça c'était le petit moment physiologique. Alors, donc voilà. Alors, au niveau des symptômes, le déficit en prolidase, si vous voulez, vous l'aurez compris, c'est en rapport avec le collagène. Le collagène, c'est quelque chose qui est là, qui donne cette force, cette élasticité,
enfin, qui donne la peau, une peau normale, contient un certain pourcentage de collagène. Et ici, les personnes qui sont malades par cette maladie-là, ben, vont créer des plaies, désolée, des plaies de type ulcéreuse qui sont chroniques. Chronique, ça veut juste dire que ça revient. C'est pas aigu, c'est chronique. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Voilà. Et en plus, ce sont des ulcères qui sont extrêmement douloureux. Déjà parce qu'on est au niveau des membres inférieurs, donc des pieds. Donc on marche dessus la journée et tout ça. Enfin voilà. Voilà, donc c'est quelque chose de très 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 important et c'est vraiment le symptôme caractéristique de la maladie. Donc ça, c'est vraiment les affections cutanées, à savoir ces plaies de type ulcère. Voilà, alors maintenant, il n'y a pas que ça dans la maladie. Oui, non mais c'est vrai. Alors, en fait, j'ai appris que cette maladie donnait de la télangiectasie. Je vous laisse enregistrer le mot. Non, mais en fait, la télangiectasie, c'est un petit peu une affection des petits vaisseaux qu'on n'est pas censé voir, en fait, hein, tout simplement. Ils sont censés être à l'intérieur, mais on les voit à l'extérieur, c'est vraiment des petits pétages. Oui, je touche mon visage parce qu'en fait, on trouve ça au niveau du visage et au niveau des mains. Je vous rassure, je vais pas faire un gros plan sous mon visage ou sous mes mains, hein. Non. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Et effectivement, moi, j'en ai. Hein, je me demandais, ça faisait plusieurs années que j'avais ça. Je me disais, ça vient d'où ça? Je ne sais pas ce que ça venait. Donc, voilà, maintenant, il y a aussi d'autres symptômes. Mais je pense que je ne vais pas vous faire peur avec ça. Il faut savoir au départ que cette maladie, c'est une maladie donc métabolique. Vous l'aurez compris, mais c'est une maladie aussi qui est pédiatrique. Donc normalement, on a ça dans l'enfance, voire à la petite enfance. Les premiers symptômes, normalement, ils apparaissent à cet âge-là, hein, donc vers 2-3 ans, des choses comme ça. Et moi, clairement, ben, je vous l'ai dit, j'ai commencé à avoir des plaies aux pieds à l'âge de 15 ans. Donc voilà, bon, on est encore dans tout ce qui est pédiatrie, hein, c'est pas ça le problème. Mais ouais, c'est pas la petite enfance, quoi. Donc voilà, et il y a aussi un symptôme assez bizarre qui permet aussi un petit peu de diagnostiquer, enfin de détecter qu'il y a peut-être un problème au niveau de la prolidase. C'est vraiment une hépatomégalie. Hépato, foie, mégalie énorme, un énorme foie, et la splénomégalie, splénorate, mégalie énorme, énorme rate. Voilà. Donc voilà au niveau des symptômes principaux. Hein. J'ai vraiment parlé des principaux parce qu'après, vous allez partir au cours, vous allez dire non. Ou vous allez croire que je suis bête aussi. Ça c'est possible. Mais soit. Revenons à nos petits moutons. Donc c'est très bien tout ça. La maladie, on sait ce que c'est, on sait plus ou moins les symptômes principaux. Mais comment on diagnostique ce truc de... Donc, alors, pour le diagnostic, c'est plus simple que ça en a l'air. Hein. Pas parce que c'est une maladie compliquée que c'est un examen compliqué. Rien à voir. Donc en fait, c'est tout simple. C'est une prise de sang génétique. Génétique. Donc voilà. Alors c'est une prise de sang génétique, mais il faut faire attention pour ce qui est de la prise de sang génétique. Comme c'est génétique, en fait, on va demander aussi aux deux parents de faire la prise de sang. Pour voir les gènes, hein, voir si c'est bien le gène. Il faut savoir en fait que le déficit en polydase, ça je ne l'ai pas dit, ça se donne par un gène qui est récessif, donc c'est déjà récessif, donc c'est le truc un peu rare, vous voyez. Vous voyez, et clairement, bah, si y a les deux parents qui ont ce gène récessif, il y a très forte chance que l'enfant ait la pathologie. Déjà ça, et donc au niveau du gène qu'on recherche, c'est le gène PEPD. P-E-P-D. Voilà. 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 J'ai la prise de sang ici. Donc voilà, c'est assez complet. Hein. Il y a, attendez, ça c'est une prise de sang en plus, rien à voir. Donc voilà, donc ça c'est comme ça. Oui, j'ai mis masculinité, vous avez vu. Bon bref.
Donc ici, on a un petit peu le type de prélèvement et analyse. Ici, vous avez vu les indications cliniques, enfin, vous ne voyez pas. Donc, c'est mis évidemment au déficit prolidase et c'est mis de rechercher le gène PEB. Je n'agréais pas l'idée. Donc, ici, c'est les types de prélèvement analyse, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Et en fait, derrière, on va avoir un petit arbre généalogique avec les antécédents familiaux. Donc, vous voyez, là, il y a ma mère. Non, là, il y a ma mère, et là, il y a mon père, et il y a moi. Il y a moi, et au niveau de moi, on a mis recherche en particulier, déficit en prolidase, clinique, ulcère cutané, supérieur à l'âge de 17 ans. Donc, je pense que c'est âge avant 17 ans. Je sais pas trop ce qu'il a voulu dire, c'est pas grave. Sérologie, ils ont mis que j'avais un syndrome de Sjögren, évidemment. Et puis, on a la liste de tous les signes cliniques. Et comme c'est la mienne, normalement, peut-être qu'il a mis... Non, en fait, non. Mais en fait, les signes cliniques, si on regarde bien, c'est surtout des signes cliniques, des choses infantiles. Donc, par exemple, ici, j'ai une coarctation aortique. C'est un truc qu'on a dans l'enfance et qu'on répare dans l'enfance. Enfin, à la naissance, carrément. Même, ici, qu'est-ce que j'avais vu? Des hydrocéphalies, ben, clairement, c'est une affection des enfants. C'est pas très grave. Ici, retard de croissance, etc. Mais clairement, qu'est-ce que j'en sais si j'ai un retard de croissance? Non, mais je crois que je le sais, mais j'en sais rien. Donc ça, c'est vraiment la partie un peu énervante. Enfin, non, mais toute la partie est énervante, c'est pas grave. Et ici, donc vous voyez, on a le consentement éclairé. Très important, dans les prises de sang génétiques, on doit être consentant. On ne peut pas faire une prise de sang, on peut pas faire une prise de sang à quelqu'un qui n'est pas consentant, qui n'a pas rempli le consentement. Donc vous voyez, donc ici, au-dessus, il y a patient, mère et père. Voilà, on doit répondre à des questions. Bon, alors consentement pour la clinique, consentez-vous à être informé de la découverte fortuite d'autres affections médicalement utiles et actionnables? Mais oui ou non. Consentez-vous à la réanalyse régulière des données dans le cadre diagnostic? Consentement pour la recherche. Consentez-vous à la conservation dans la consentez-vous à la réanalyse, au partage des données dans un cadre de recherche et à la publication éventuelle des résultats? Bon, j'ai mis à tout, je m'en fous. Donc ici, voilà, on remplit encore nos coordonnées. Et là, petite signature, et c'est bon. On est bon. Alors, au niveau pratico-pratique, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas les prises de sang. Je peux comprendre. Je suis sujette à faire des bleus au niveau des prises de sang. Donc, pour ce qui est de la prise de sang génétique, parce que ce jour-là, on m'a prélevé plus de tubes que pour la prise de sang génétique. Donc, en fait, c'est 2 tubes. Je pense que c'est des verres. Oui, oui, bon, ça n'a pas grande importance, parce que voilà, mais donc c'est des verres, donc c'est une petite prise de sang, quoi. C'est pas la fin du monde, voilà. Et donc après, qu'est-ce que je vais parler? Donc oui, je vais parler un petit peu du traitement et tout ça parce que je vous ai dit qu'il n'y en avait pas de traitement curatif et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est une affection, une pathologie extrêmement rare. Il a été recensé plus ou moins 75 cas dans le monde, pas en Europe, dans le monde. On est combien de milliards sur la Terre? Beaucoup. Vous imaginez, il y a 75 technos qui ont un petit truc comme ça et qui ont un petit truc. Je vais me baffer, les gars. c'est pas possible. Donc voilà. Mais voilà, il y a moyen, je vous ai dit, de traiter la symptomatologie. Et donc, il y avait 2 solutions. Il y avait soit un immunosuppresseur, mais moi j'en avais déjà pris un et ça s'est pas très bien terminé, figurez-vous. Donc du coup, on a balayé le truc. Et l'autre, en fait, c'est tout simplement un traitement anticoagulant. Mais le problème, c'est que lorsqu'on prend des anticoagulants, c'est très compliqué à doser. Si vous voulez même, les anticoagulants, c'est bien la classe.
médicaments où il y a le plus de sous-classes. Ouais, parce que, écoutez, donc on a les anticoagulants, on a les héparines de bas poids moléculaire, on a les cintrons et on a les nouveaux anticoagulants. Donc moi j'ai opté pour une héparine de bas poids moléculaire. Non mais voilà. Alors le truc, c'est après discussion avec le médecin et juste après, j'ai décidé donc de prendre des héparines de bas poids moléculaire. La petite particularité des héparines, c'est que déjà ben, c'est plus facile à doser dans le corps humain. Et deuxième chose, c'est que en fait c'est des injections sous-cutanées. Donc voilà, et moi je me pose une question. Est-ce que les gens se sont posé la question d'ailleurs? C'est une question que je me pose, hein, moi, parce que pourquoi est-ce qu'on injecte des anticoagulants alors que c'est censé fluidifier le sang? Et du coup, tu risques de faire des bleus. Bref, j'ai eu un ventre rempli de bleus pendant 3 mois. Oui, le traitement a duré 3 mois, mais je vais devoir comprendre, enfin, on s'en fout. Et donc voilà, mais je peux vous dire que le traitement m'a sauvée. Maintenant, il faut faire attention, hein. C'est pas parce que je dis ça que ça veut dire que ça va fonctionner. Si vous avez la même pathologie que moi, peut-être que vous pourrez pas en prendre, hein, aussi des anticoagulants. Faut pas se faire d'illusions non plus. Mais je veux dire, moi, franchement, ça me redonne espoir. Ça me redonne envie d'avoir des rêves aussi parce que j'avais un peu laissé en parenthèse mes rêves, hein, clairement, mais j'ai dû abandonner mes rêves tout simplement à cause de cette connerie. Bon, bref. Voilà, donc maintenant je vais un peu vous montrer. Donc moi ce que j'ai eu c'est de l'INOEP. Donc l'INOEP, donc c'est ça. Donc si vous voulez vous ouvrez, donc il y a une première protection, je dirais une première sécurité, vous ouvrez, hop, vous prenez la seringue. La seringue se présente comme ça, sauf qu'elle est remplie, hein. Ici j'ai pas pris une remplie, je vais pas me piquer les gars. Bon bref, on a une deuxième protection ici. On dévisse dans un sens et on fait très attention de ne pas se piquer. Ça c'est très très important. Alors, pour l'injection, donc déjà ici au niveau de la seringue, normalement il faut regarder qu'il n'y ait pas de bulle. Il y a une bulle d'air. C'est normal, c'est une seringue pré-remplie. Mais il faut un peu tapoter. Il y avait encore de l'anticoagulant. Il faut un peu tapoter pour que la bulle d'air se mette, vous voyez, au niveau du piston, donc le truc noir, hein, clairement. Donc voilà. Ça, c'est votre abdomen. Faites attention quand vous piquez au niveau de l'abdomen, il faut vraiment faire attention parce que la zone périombilicale, donc le nombril, 3 doigts à droite, 3 doigts à gauche, c'est hyper vascularisé. Donc franchement, piquez plus loin. Petite ici, normalement bon c'est désinfecté, hein, désinfection, en escargot, on est là, on est grand. On fait un petit plus, on pique à 90 degrés, hop, et on injecte doucement. On attend 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on enlève et paf, on comprime avec un petit tampon propre. Une petite compresse, un petit peu de ouate chirurgicale, un morceau de papier toilette, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je voulais quand même vous expliquer comment ça fonctionne parce que sur la notice, c'est noté hein, comment il faut faire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas marqué la dernière étape, à savoir de comprimer avec un petit tampon propre. Alors que c'est ce qui m'a sauvé de bleu certain. Voilà. Voilà, je pense que pour cette chose-là, j'ai terminé. Maintenant, au cas où vous n'aurez pas compris, chaque maladie a un impact sur la vie quotidienne. Et tout ça, et sur un handicap certain, hein, bon, on touche quand même souvent au pied dans ce déficit en polydase. Donc c'est vraiment quelque chose de très embêtant. Au quotidien, c'est vraiment très embêtant. C'est aussi énormément de dépenses. Au niveau des dépensements et tout ça, c'est quand même quelque chose
d'assez compliqué, mais bon, il faut essayer. Il faut essayer des choses. Faut essayer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si ça fonctionne pas, on fait autre chose. C'est comme ça. Et puis voilà. Moi, ici, je vais vous avouer, le protocole a un peu changé. On a juste changé de tulle. Donc, je prends plus le même tulle que ce que j'avais expliqué dans le syndrome de Sjögren. Et ça a révolutionné ma vie. Non, mais c'est vrai. Et mes pansements. Mes pansements plutôt. Déjà, quand on enlève les pansements, ben, le tulle ne colle pas à la peau. Il s'enlève très très facilement. Bon, après, il y a un petit peu de réticence parfois, mais bon, c'est minime comparé à ce que j'avais avant. Où je vidais des fioles de sérum filles par milliers, non, par dizaines, par semaine. Et donc voilà, ici, ben, récemment, j'ai commencé à reprendre des bains. Trop contente, moi qui me l'avais allévié depuis un an. Là, on est bien. Voilà, donc je suis très contente. Et il y a eu énormément d'impact sur ma vie, hein, ça vous le savez bien. Je voulais être infirmière, ben, clairement j'ai pas pu le faire à cause de mes problèmes de santé. Il y avait d'autres problèmes aussi, hein. Mais clairement à cause de mes problèmes de santé, ben, j'ai pas su réaliser mon rêve, hein, clairement. Infirmière humanitaire, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc il y a ça d'une part, il y a aussi le fait que j'adore l'eau. Et franchement, j'adorais aller à la piscine et tout ça. Et clairement, ben, ça fait des années que je suis plus allée à la piscine. À cause de ça. À cause de ça, parce que peu importe, je peux mettre des chaussettes d'eau comme ça, mais imaginez, ça transperce et tout ça, c'est pas propre pour les autres. Et pour moi, je risque de me contaminer. Et quand je sais à quel point les infections staphylocoque doré, ça fait mal, je veux pas. Je veux pas tenter le diable non plus, c'est pas mon problème. Voilà. Voilà, il y a ça, il y a le fait de ne pas pouvoir marcher comme on veut, pas pouvoir faire de longues distances, enfin, il y a tellement de problèmes en fait à cette maladie, c'est très lourd en fait, c'est vraiment très lourd, mais chaque maladie est lourde en soi, mais moi je parle de ce que je connais, hein, je vais pas parler du cancer alors que j'ai pas de cancer, par exemple. C'est un exemple, ne le prenez pas mal s'il vous plaît. Donc voilà. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que il y a toujours un espoir. N'oubliez pas que ça faisait 10 ans que j'étais, dans le jargon on appelle ça de l'errance médicale. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. De l'errance médicale, et clairement, je penserais pas que j'allais m'en sortir un jour. Vraiment, je peux vous dire qu'au niveau moralement, ça a été très dur parfois, très 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 compliqué. Au niveau douleur, mais c'était impensable, quoi. C'est vraiment, en fait, on se rend même plus compte qu'est-ce que c'est d'être bien, tellement qu'on a mal. C'est le pire truc, en fait. Mais voilà, je vois enfin le bout du tunnel, les gens. Enfin, j'ai pu danser à mon anniversaire. Ah, j'ai bien dansé, un purée, j'avais refait une petite chorégraphie de Zumba, là. Ouh. Ouh, tout le monde était d'accord. Là, le dynamisme était revenu et voilà. Donc je suis hyper contente, je suis hyper reconnaissante qu'on ait enfin trouvé ce qui n'allait pas chez moi en fait. Parce que je sais bien que parfois ça peut faire peur de ce qu'on peut trouver en faisant des analyses et tout ça. Mais parfois ça va vous sauver les gens. Donc franchement, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Faites des analyses. Alors je sais que c'est pas drôle de prendre un traitement. C'est pas drôle. Surtout les anticoagulants en sous-cutané, je devais les faire tout le temps à la même heure. Donc au niveau de la vie sociale et tout ça, c'était pas facile non plus. C'était vraiment pas facile. Donc voilà, et enfin le traitement c'est quand même de la merde si on pense. Mais non, mais je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'avais le ventre mais gonflé, mais H24 à cause de l'anticoagulant, mais qui restait un peu là quand même, quoi. Il y avait quand même toujours des résidus dans le ventre et tout ça.
Et puis, bah, c'est pas facile de se piquer. Parfois, même si j'essayais de repérer un petit peu mon capital veineux, et du coup, que je piquais à côté de mes veines et pas dans mes veines, parfois ça faisait mal. Ou ça rentrait pas parfois. Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. C'est un peu bizarre quand même. Enfin, ça avait du mal à rentrer, ça faisait mal. Oh. Et le pire, c'est l'après. Pendant quelques minutes après, j'avais mais un mal de chien. Genre, je me souviens, la toute première fois, j'ai pas su m'asseoir. Non, mais j'étais là debout, je dis, bon, écoutez, les gens, je ne sais pas m'asseoir. Il va falloir attendre. Est-ce que quelqu'un peut faire un thé? J'ai mal. Voilà, non, mais j'en ris parce que voilà, maintenant c'est terminé cette période, je vais bien, ça va mieux, je sais marcher, c'est trop génial. Mais bon, l'après, ça va être quand même assez compliqué. Je vais devoir réapprendre à marcher, réapprendre à mettre les pieds correctement. Il y a tellement de choses à apprendre à courir, travailler mon équilibre, enfin tout des trucs comme ça. Je suis déjà fatiguée, rien que d'y penser. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte. Non, mais là, je suis trop bien, quoi. Je peux aller faire du sport. Je me souviens en comparaison, j'étais allée à la salle de sport quand? En novembre. Je pense que c'était en novembre. Donc, le mois où j'ai commencé le traitement anticoagulant. Et je faisais des exercices pour biceps, triceps, épaules. Et clairement, je faisais une série et demie debout, la demi et la une et demie. Après, je la faisais assise parce que c'était plus possible pour moi de tenir. Donc, je suis allée récemment, je suis allée de la semaine, c'était jeudi, ouais. Jeudi, aucun souci. J'ai fait les mêmes exercices, le même nombre de séries, j'ai eu aucun problème pour rester debout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y avait quand même un moment où je ne savais pas rester debout plus d'1 minute. Donc c'est tout des trucs comme ça que je me rends compte. Je me rends compte, par exemple, avant, dans les centres commerciaux, par exemple, je me faisais dépasser par tout le monde, clairement, tellement que je marchais lentement. Et maintenant, c'est moi qui dépasse les gens. Non, mais j'aurais pas cru. Je suis désolée, mais je suis super contente. Mais voilà, et franchement, les gens, ce qui est important dans les maladies, peu importe la maladie que vous avez, c'est le soutien. Le soutien, si vous n'êtes pas soutenu, c'est déjà râpé. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai, et franchement, n'hésitez pas à essayer de trouver des personnes comme vous. Que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Faites des recherches. Essayez de trouver des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, qui vont vous comprendre, parce que je sais bien que c'est difficile de se sentir compris quand on a une maladie rare. Et là, il n'y a personne qui comprend parce que personne n'a ça, à part toi. Donc voilà. Donc voilà, voilà, mais franchement, voilà, le soutien est... Si vous savez à quel point je suis reconnaissante, à quel point je remercie, mais même si je devais choisir une personne, la personne pour laquelle je suis la plus reconnaissante, que j'ai le plus de gratitude, ce serait ma maman, quoi. Ma maman qui m'emmène à tous mes rendez-vous médicaux, qui est là, qui fait mes pansements, qui vérifie, on réfléchit à deux s'il y a un truc qui va pas, à qui j'ai appris comment faire un pansement. Parce qu'elle, elle savait rien, quoi. Elle savait rien. On lui dit, ouais, fais les pansements de ta fille. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, ça a pris du temps au niveau hygiène, asepsie et tout ça, mais voilà, elle a su le faire. Elle a su le faire, elle a appris, elle s'est adaptée et franchement, mais merci à elle. Donc maman, si tu me le gâtes, je t'aime. Gros bisous à toi, tu es la meilleure des mamans. Et voilà, sur ces bonnes paroles hyper positives, je vous dis à plus, bye.